Des fois, j'aime ça juste comme ralentir puis regarder, OK? Je veux comme tout absorber l'expérience. Je pensais pas que personne allait être sur le sentier parce qu'il était même pas fini. J'étais en bobette parce que je voulais pas avoir tout mon linge mouillé. Puis j'avais le morceau de bois, un gros tronc par-dessus ma tête, à mi-cuisse, dans la boîte, et j'entends des vélos descendre. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 9, Sarah Meunier, héliski et construction de pistes de vélo de montagne, Castlegar. OK, tout le monde peut embarquer. Un bon véhicule familial. J'espère que la caméra va rester là. Moi aussi. Là, avec le soleil qui commence à se coucher, c'est tellement beau sur le lac. Ou ça, c'est la rivière, dans le fond. C'est Ouais, la ça Columbia c'est. River? Ouais, mais c'est Columbia River, sauf qu'ils appellent ça Arrow Lakes. Parce que c'est inondé à cause du barrage. Il est vraiment bas présentement. On a comme le Columbia River Treaty. Ils ont comme tout drainé le lac. Tout envoyé l'eau aux États-Unis. C'est tellement beau avec les hautes herbes, les montagnes de roches. Ouais. Castlegar, c'est vraiment comme un mecca d'escalade. C'est tellement cool de voir des grimpeurs directement En arrière du restaurant. Genre, Ouais. la paroi rocheuse, tu peux te parker dans le stationnement, là, tu montes. Ouais, j'ai été la personne sur les parois à écouter du monde en train de boire de la bière. Ou des fois, je suis la personne qui est assise sur le deck en train de boire une bière. De saluer au monde ici puis les encourager. Vas-y, t'es capable! Oh, wow. Fait qu'à partir d'ici, c'est 2,5 km puis on va être au top de la trail. La trail, elle s'appelle Dirty Dreams. Fait que ça, c'est pas moi qui a construit cette trail-là. C'est une trail que ça fait longtemps qu'elle est là. Elle avait été construite illégalement. Puis après ça, l'organisation pour laquelle je travaille l'a adoptée. Puis maintenant, c'est rendu une trail légale. Ouais, on a travaillé beaucoup dessus. On a construit des nouveaux jumps l'an passé. Ça fait maintenant plus de 12 ans que la guide de héliski et directrice exécutive de Castlegar Parks and Trails, Sarah Meunier, s'est établie à Castlegar. Agenouillée à flanc de montagne avec son râteau à ses côtés, Sarah nous explique le processus complexe de la création d'une piste de vélo de montagne, de son sentiment d'appartenance à cette communauté de gens authentiques et passionnés de plein air et du bonheur viscéral d'entendre parler sa langue maternelle, le français. On la rencontre en début de soirée avec un coucher de soleil brûlant qui disparaît lentement derrière les chaînes de montagne. Une dizaine de bénévoles sont déjà au rendez-vous avec leurs pioches et leurs pelles. L'ambiance est décontractée, mais tout le monde a le cœur à l'ouvrage. Sarah s'assure que la piste progresse telle que prévue, mais aussi que chaque personne se sente la bienvenue et valorisée. On est dans une partie de Castlegar qui s'appelle Robson, juste à l'ouest. Le réseau, il s'appelle les Rialto Trails. Et on a construit des nouveaux sentiers ici. Le plus nouveau, il s'appelle Grand Oiseau. Il y a des vieux sentiers, Awakener et Grandiflorum, que ça fait 20 ans qu'ils sont ici. Je suis content qu'on se rencontre parce que j'avais jamais vraiment réfléchi à comment est-ce qu'une piste de vélo naît. Bien, il y a plusieurs façons de créer une piste. Donc, la façon légale, premièrement, tu veux savoir où tu construis ta piste. Fait qu'on va contacter les propriétaires et s'assurer qu'on peut avoir toutes les permissions. Des fois, les propriétaires vont vouloir qu'on engage un archéologue
ou un biologiste pour s'assurer qu'il ne va pas avoir des impacts négatifs sur les endroits où on va construire le sentier. Des fois, ça prend des permissions juste pour aller au travers d'un ruisseau ou une rivière. Pour avoir la permission, bien, ça l'aide d'être une organisation à but non lucratif. On a aussi une assurance. Comme ça, si quelqu'un se fait mal, ils sont protégés si un sentier serait développé sur leur propriété. Puis là, ensuite, tu as une équipe avec toi pour faire le piochage, le pelletage, le raclage. Mais après ça, si on a la permission, on va aller marcher plusieurs fois et regarder tout. Ça dépend si tu fais un sentier pour la descente. Tu veux-tu construire des jumps en bois, tout ça? Fait que c'est un sentier pour grimper. Il faut que tu t'assures que ce soit pas trop à pic. Marcher la forêt plusieurs fois, puis après ça, laisser ton imagination décider où est-ce que le sentier va aller. Qu'est-ce que tu veux utiliser dans la forêt? Y a-t-il des roches vraiment spéciales ou un jump ou une drop que tu pourrais utiliser? Puis après ça, tu y vas avec ton équipe. Puis dépendamment du type de forêt, on peut utiliser des outils différents, mais d'habitude, il y a des chainsaws, puis des râteaux, des pics, des chaudières et on se met au travail. La première fois, je vais comme vraiment ralentir à certaines, puis regarder est-ce que ça fonctionne comme que je voulais. Il y a certaines choses que tu veux aussi essayer avec ta vitesse, voir, OK, est-ce que mon virage, il va fonctionner quand que je vais aller à pleine vitesse? Mais des fois, j'aime ça juste comme ralentir puis regarder, OK? C'est comme aller, je dis comme un time machine. Chaque virage ou chaque partie, quand je suis sur mon vélo, va me ramener des fois la journée qu'on l'a construit, qu'est-ce qui se passait dans ma vie ou des choses comme ça. Fait que c'est assez intéressant aussi. Chaque partie de la trail, tu vas reconnaître chaque roche, chaque arbre ou chaque virage. J'ai grandi sur une ferme, fait que j'aime ça, travailler fort. Aussitôt que j'ai commencé à faire les travaux de construction de sentiers bénévoles, je savais que c'était comme ma communauté que j'avais trouvée. Puis c'était vraiment spécial. Puis c'est sûrement une des raisons pourquoi j'ai décidé d'habiter à Castlegar. C'est quand tu trouves une communauté que tu aimes. C'est pas partout qu'il y a des gens qui vont passer beaucoup de leur temps, utiliser leur énergie pour faire quelque chose qui est bon pour la communauté. C'est aussi quand même un travail qui est nécessaire. Parce que tu peux pas juste rider tout le temps sans l'envers de la médaille qui est comme, il faut qu'on s'en occupe de ces trails-là parce que c'est tous des trucs naturels. De plus en plus, il y a de l'argent qui est disponible pour engager du monde puis faire les travaux. Sauf que ce qu'on fait avec nos bénévoles, c'est vraiment impressionnant. On a des bénévoles que ça fait plusieurs années qu'ils viennent, sont vraiment bons. Puis on construit un nouveau sentier avec les bénévoles à chaque année. Puis il y a des gens qui viennent pas aux soirées bénévoles, mais aussitôt que la neige à fond, ils commencent à marcher les sentiers, voir s'il y a des arbres qui sont tombés. Puis ils vont avec les chainsaws, puis ils essayent de les ouvrir parce qu'ils savent que ça fait une différence. Oui, on a de l'argent pour certains programmes, mais on dépend beaucoup des bénévoles. Tu fais du vélo de montagne, je sais que tu es à un niveau quand même assez fort. Tu construis des trails, tu fais de la chainsaw. Est-ce que pour toi d'être une femme et d'être dans ces milieux-là, il y a eu des défis? Parce que c'est quand même pas des milieux qui sont nécessairement, qu'on associe d'habitude aux femmes, c'est plutôt masculin. Non, tu as raison. Je travaille en tant que guide de ski dans une loge de héliski qui s'appelle Snowwater. Le métier de guide de ski, oui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais de plus en plus, je travaille avec beaucoup de femmes aussi, puis sont très respectées. Il pourrait en avoir plus, c'est sûr, mais je pense que ça change. Et quand je prends des cours, je vois des fois presque la moitié des femmes dans certains de mes cours. Pour construire des sentiers, je te dirais, je connais pas d'autres femmes qui construisent des sentiers, que c'est leur métier. Il y en a qui viennent faire du bénévolat, mais j'en connais pas d'autres qui travaillent comme à temps plein, comme trail builder, fait que c'est assez rare. Il pourrait en avoir plus. J'ai jamais senti que les gens me respectaient pas, mais des fois, si je dis aux gens que je construis des sentiers puis qu'ils me voient pas le faire, des fois, les gens diraient qu'ils ont comme de la misère à me croire. Mais je m'en fous, qu'est-ce qu'ils pensent. Mais je le vois que le monde est comme, tu sais, elle dit ça, mais... J'ai toujours été comme une femme assez forte parce que j'ai grandi sur une ferme, puis mon père, il avait juste 2 filles, fait qu'il nous a fait travailler fort. Fait que le monde, tu sais, quand ils me regardent travailler, ils disent comme, OK, elle est capable. C'est vraiment cool comme projet. Je trouve que c'est le fun que ce soit toutes des femmes que vous avez choisies. J'ai l'impression qu'on fait juste avoir une conversation entre amis. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime. C'est les podcasts que j'aime écouter.
aussi. Mhm. Comme Stéphane Bureau, là, moi, c'est comme... Oui, on est prêt! Ils vont filmer le drop, puis après, OK. Bien compris, merci. OK. See you down there. Elle part! En 2006, je venais de terminer un DEC en sciences sociales. J'étais un petit peu déprimée à Montréal. J'avais comme pas vraiment la communauté de gens qui m'inspiraient, puis je voulais juste partir dans l'Ouest puis faire du snowboard dans les montagnes. Je savais pas si je voulais aller à l'université, fait que j'avais pas d'auto. J'ai embarqué dans un Greyhound bus. Parti dans l'Ouest, j'avais une passe de ski à Lac-Louise et Sunshine, puis j'ai fait une saison là-bas. J'ai découvert que c'est là que je voulais vivre, dans l'Ouest. J'ai fait un cours de 3 mois intensif qui introduit les gens à plein de disciplines qui peuvent être guidées pendant l'été. Fait qu'on a fait du vélo de montagne, du kayak de mer, du canot, du camping, des cours de premiers soins, du mountaineering, de l'escalade. C'était vraiment débile. Peut-être les 3 meilleurs mois de ma vie. Je suis retournée au Québec après. J'ai fait une saison de patrouille de ski à Bromont. Puis, ouais, Bromont, c'était plus les petites montagnes que je voulais, là. J'étais certaine que j'avais besoin de retourner dans l'Ouest. Et je faisais de la patrouille bénévole à Revelstoke. Après ça, j'ai trouvé un emploi dans une place de cat skiing, près de Golden. Fait que je savais que j'avais besoin de retourner à l'école. Je suis venue à Castlegar pour faire un diplôme de 2 ans, un programme qui s'appelle Recreation, Fish and Wildlife. Et je savais pas ce que j'allais faire avec ça, mais j'ai réussi à avoir un emploi pour une organisation à but non lucratif qui s'appelle Castlegar Parks and Trails. Et j'étais chef d'équipe pour l'entretien de tous leurs sentiers. C'est ça, j'avais 25 ans quand je suis arrivée dans les Kootenay West, dans le fond, à Castlegar. Et ça fait 12 ans déjà. Wow! Puis pour quelqu'un qui est jamais venu à Castlegar, comment est-ce que tu décris l'endroit, l'ambiance, les gens? Avant de décrire Castlegar, je devrais dire comment les gens m'ont décrit Castlegar. Quand j'habitais à Revelstoke, et j'étais vraiment excitée de dire à toutes mes amies « Hey, j'ai été acceptée dans un programme à Castlegar. » Puis je pensais que les gens allaient être excités pour moi. Puis je te dirais que la plupart des gens, ils ont fait une face vraiment comme bizarre. Puis ils m'ont dit « Tu déménages où? À Castlegar? » J'avais peur de déménager à Castlegar. Je me dis « Ah ouais, Sarah, t'es capable. T'es 2 années d'école, puis après ça, tu peux retourner à Revelstoke. » J'essayais d'aller à l'école en vélo à chaque jour. Puis j'étais là « Hey, c'est pas si pire que ça ici. Il y a des belles rivières, les montagnes, des vergers abandonnés partout. Et je remplissais mon sac à dos de pommes, de poires, des prunes à chaque jour. Je trouvais ça vraiment beau. J'ai rencontré d'autres gens qui faisaient de l'escalade. Je faisais de l'escalade après l'école, fait que je comprenais pas. Je me disais, hey, c'est pas si pire que ça ici. Je trouve que c'est une place super belle. C'est pas si occupé que ça. C'est moins cher que Nelson et Roslyn. T'es à mi-chemin entre Red Mountain et Whitewater pour le ski. J'ai trouvé ma place pour moi avec mon terrain de jeu que j'aime. Puis tu sais, c'est genre du 40 minutes probablement de ta maison au chairlift de une de ces 2 stations-là. Ouais, c'est ça qui à peu près, est insane. C'est comme... Puis moi, ce qui me fascine de Castlegar, c'est les vues de la rivière. Tu sais, on dirait que la rivière, elle tranche les montagnes. Puis des fois, tu tournes pour aller genre downtown Castlegar. Puis là, tu vois comme la vue. Puis je suis comme... OK, ça, c'est jamais là, sur une carte postale du Canada, mais pourtant, my God. Au Québec, il y aurait ça, là, tout le monde capoterait. Là. On ferait des détours pour aller le checker, puis là, à Castlegar, c'est juste comme, ah, ben oui, mais c'est pas le Lac-Louise, hein? Non. Non, c'est vrai, mais on n'a pas le même tourisme que Lac-Louise non plus, puis c'est facile à trouver du stationnement, puis tu sais, il y a plein de choses que j'apprécie de vivre là. C'est vrai, tu peux pas te fier à ce que les gens ils disent. Faut que tu ailles le découvrir par toi-même. Fait que tu l'as dit un peu, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus.
Qu'est-ce que tu fais comme emploi? Je sais que tu as comme un emploi d'été, un emploi d'hiver, puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ton quotidien, de ton poste comme tel. Fait que le travail comme directrice exécutive pour Castlegar Parks and Trails, c'est à temps partiel, mais à l'année longue. C'est vraiment super d'avoir quelqu'un qui est payé pour obtenir toutes les subventions, répondre aux emails et tout ça. On a fait tellement de progrès à Castlegar avec notre réseau de sentiers depuis qu'on a cette position-là qui est payée. Et mon autre emploi d'été, c'est construire des sentiers à Snowwater. C'est la loge de Heliski où je travaille l'hiver et essaye de développer un programme d'été, fait que je fais beaucoup de travaux là-bas. Fait que c'est 2 travails à temps partiel qui se complémentent vraiment bien parce que je vais faire 2 ou 3 journées à construire des sentiers. C'est vraiment dur sur le corps, c'est des journées longues. Puis après ça, quand je reviens, je peux faire 1 ou 2 journées sur mon ordinateur. Puis c'est vraiment un bon équilibre. Parce que travailler à temps plein à construire des sentiers, je l'ai fait pendant longtemps, puis ça m'a détruit le corps un peu. Tendinite, nerfs coincés. J'avais comme pas assez d'énergie pour faire les choses que j'aimais. Fait que je me sens vraiment chanceuse d'avoir trouvé 2 emplois qui se complémentent bien, puis j'ai un équilibre. Et l'hiver, au lieu de construire des sentiers, ben je travaille comme guide de ski. Et je suis vraiment chanceuse. Ils m'ont offert, il y a 4 ou 5 ans avant la COVID, j'avais les cours, je faisais de la patrouille aussi. Fait que j'avais comme assez d'expérience et de cours pour travailler en tant que tail guide. Et j'ai fait ça un peu pour eux. Et ils m'ont dit, va chercher le reste de tes cours, puis on va t'entraîner pour être guide de heli-ski. Ça a toujours été un rêve pour moi. Je pensais jamais que j'allais être assez bonne en ski pour le faire parce que j'ai fait beaucoup plus de planche à neige dans ma vie. Mais quand quelqu'un te donne une opportunité comme ça, tu dis pas non. Fait que je suis allée chercher mes cours. Puis je suis encore sur mon cheminement, mais présentement, j'ai mon niveau 2 avec le CSJ. Fait que je suis comme assistante guide de ski. C'est vraiment incroyable. Je me sens tellement chanceuse. C'est un rêve. Tu peux-tu nous parler un peu de cet endroit-là, ce lodge-là? C'est quoi qu'on fait quand on va dans un lodge de heli-ski? Fait que Snowwater, leur lodge est dans le Bonington Range, qui est entre Castlegar et Nelson. La loge est dans les montagnes à 1600 mètres. Quand ils reçoivent les clients, c'est à peu près 12 clients qui viennent. L'hélicoptère, t'as un pilote, un guide et 4 clients. Fait qu'un hélicoptère peut servir 3 guides et 12 clients. Toute la journée, on fait juste atterrir sur un sommet, descend, on se fait ramasser et des fois, on peut faire 20 runs dans une journée si on est chanceux. C'est vraiment débile. La neige est beaucoup plus profonde ici. Les montagnes sont beaucoup plus hautes. On va dans le alpine. Fait que les arbres sont naturellement espacés. Fait que t'as juste des belles lignes ouvertes. T'sais, quand les conditions sont bonnes, on peut aussi skier les sentiers d'avalanche qui sont comme naturellement ouverts aussi. Tu peux juste comme avoir de la vitesse aussi. Plus que la neige est profonde, plus qu'elle te ralentit. Fait que tu t'as pas besoin de faire autant de virages aussi. Tu peux souvent juste comme te laisser aller. Puis la poudreuse, quand que la neige est vraiment légère et profonde, c'est ça, ça te passe par-dessus la tête. Puis c'est un sentiment qui est difficile à décrire. Pour moi, une des meilleures choses aussi, c'est juste les vues. Quand tu atterris sur un sommet, c'est des grosses montagnes jusque des kilomètres et des kilomètres. Là. Fait que c'est vraiment super. On vient de sortir d'une saison de ski qui a été quand même critique, dramatique. Puis j'aimerais savoir, tu sais, ton point de vue là-dessus. Il y a eu plusieurs décès. Les conditions de neige et de glace l'année passée ont commencé très, très tôt dans la saison à être friables, facilement triggered. T'as raison, ça a été une saison difficile. Si on pourrait avoir 10 cm de neige à chaque jour avec des conditions stables, les températures stables, on n'aurait presque pas d'avalanche. Mais c'est quand que tu as de la neige très, très tôt dans la saison et ensuite des conditions froides et pas de neige pendant 1 mois, ça crée plein des cristaux différents ou des croûtes dans la neige qui sont dangereuses, qui vont produire des avalanches. Fait que on le savait que c'était dangereux. Sauf que c'était comme plus profond dans la neige aussi, fait que c'était un petit peu difficile à déclencher les avalanches, mais quand t'es déclenché, il était vraiment grosse. Fait que ça, c'était comme un des problèmes qui a
pour laquelle l'année passée, il y a eu plus de gens qui se sont fait surprendre. Et malheureusement, des décès aussi. Mais, tu sais, nos meetings le matin qu'on a, on parle vraiment de toutes les conditions. Puis on a mis les breaks aussi. Là, les gens, nos clients arrivaient puis ils avaient déjà peur. Il y a des clients qui sont venus, qui connaissaient les gens qui étaient décédés dans d'autres opérations, tu sais, 1 ou 2 semaines avant de venir. Fait que les gens arrivaient déjà avec beaucoup de peur. Puis, tu sais, moi, j'essaie pas d'impressionner les gens quand je vais là. Tu sais, j'ai pas besoin de montrer aux gens qu'on va skier les plus grosses lignes ou les lignes les plus dangereuses. Tu sais, je veux juste aller dans les montagnes, puis passer du bon temps, trouver de la neige de bonne qualité, puis avoir du fun, puis que tout le monde revienne à la fin de la journée, tu sais, en un morceau. Je veux pas que le monde il se fasse mal. Je veux pas qu'il ait peur. Je veux qu'il ait du plaisir. Fait que faut juste comme, on va pas prendre de risques. Il y a toujours des risques, mais on va pas prendre des risques qui sont pas calculés. Si on va en quelque part, c'est qu'on en a parlé beaucoup, puis qu'on est certain que ça va être sécuritaire cette journée-là où est-ce qu'on s'en va. Mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup d'enquêtes là-dessus, puis ça va prendre une couple d'années avant qu'on ait tous les résultats. Puis il va sûrement avoir des changements aussi dans l'industrie à cause de la saison qu'on vient d'avoir. Fait que là, on va se téléporter dans une autre saison. Partage-nous, tu sais, ça commence comment, une idée de trail? C'est quoi le processus? Puis là, vous en êtes où? Puis qu'est-ce qu'on voit? Puis qu'est-ce qui reste à faire? Ouais, l'idée, elle a commencé avec comment que les choses changent avec le vélo de montagne. Tu sais, maintenant, tout le monde a des vélos, soit des e-bikes ou des vélos que le monde, ils veulent pédaler. Dans le temps, le monde, il faisait plus du shuttling. Fait qu'on mettait les vélos en arrière d'un camion, puis on montait jusqu'au sommet, puis tu faisais juste descendre en vélo. Mais à cette heure, les vélos sont tellement efficaces pour pédaler. Le monde, ils veulent de l'exercice. Le monde apprécie avoir un sentier qu'ils peuvent monter et travailler fort, avoir de l'exercice et ensuite descendre. Moi, je suis rendue comme ça aussi. J'aime pas ça, faire du shuttling. Moi, je veux monter en vélo. Puis les gens avec des e-bikes aussi, c'est super facile. La route forestière est pas pratique, elle est à pic, il fait chaud, il y a de la poussière, il y a des 4 roues, des véhicules, c'est pas le fun. Fait que il y avait un gros besoin d'avoir un sentier pour grimper. Fait qu'on a appliqué avec Rexide Trail BC, qui est comme l'organisation provinciale qui gère le plein air sur les terres de la Couronne. Ça prend à peu près 2 ans, des fois, pour avoir les permissions. Puis qu'on s'est dit, hey, si on va appliquer pour une permission pour avoir une montée, on va appliquer en même temps pour une descente. Il a fallu qu'on paye des biologistes, des archéologistes pour faire des études, pour être sûr qu'on n'allait pas avoir de perturbations sur la vie sauvage, sur des plantes sensibles ou des communautés de plantes sensibles. Il faut qu'ils fassent comme des fouilles archéologiques parce qu'il y a des endroits où ce que les Premières Nations utilisaient dans le temps. Fait que c'est beaucoup de planification. Ça coûte cher aussi de faire toutes ces études-là, d'engager le monde. Fait qu'on a tout fait ça et ensuite, on a aussi un sponsor de bière pour nos bénévoles et une madame qui nous fait des biscuits aussi. Fait que nos bénévoles sont motivés, ils ont des biscuits puis de la bière, puis ils viennent à chaque semaine. Puis on construit morceau par morceau du sentier. Et chaque fois que je réussis à avoir des subventions, j'engage des contracteurs aussi pour en faire des parties, surtout les parties les plus éloignées. Parce que les bénévoles, ça fait loin, là. Notre nouvelle montée, elle va être 15 km, elle n'est pas encore terminée. C'est long, c'est beaucoup, beaucoup de kilomètres de sentier. Fait que ça fait 3 ou 4 ans là, qu'on construit la montée, puis la descente, on vient juste de la commencer cette année. Sur la nouvelle descente, on essaye toujours d'avoir une trail bleue, parce que les autres trails, bleu, ça veut dire intermédiaire. Les trails dans le réseau, à date, sont assez avancés. Fait qu'on s'est dit, on devrait en avoir une qui est comme un petit peu plus facile pour les gens, pour avoir un équilibre, pour que ce soit pas toutes des trails difficiles. Mais tu sais, moi puis mon copain, on va toujours les deux ensemble, puis on fait tout ce qu'on appelle le recce ou le scouting. Fait que tu sais, on va marcher pendant des heures et des heures, essayer de trouver où est-ce que le sentier va aller. Puis on accroche des petits rubans, où est-ce qu'il y a des choses intéressantes, puis on essaye d'y donner un bon flow, que ce soit pas trop à pic, mais le fun aussi. Puis on trouve tout le temps des features
un petit peu plus pour nous, qui sont peut-être avancés. Fait qu'on essaye de construire une trail intermédiaire, mais il y a toujours des petites trails à côté pour avoir des façons que tu peux te pousser si tu veux, là. Mais il va y avoir, sur cette trail-là, ça va être plus des rock slabs. On est quand même assez reconnu à Castlegar pour avoir plein de features en bois. Donc, des ponts, des log rides, plein de choses construites en bois, ce qui est vraiment super, mais on en a tellement, puis c'est beaucoup d'entretien. Fait que on essaye un peu d'avoir plus des features naturelles qui vont avoir moins d'entretien à long terme. Parle-moi un peu de votre équipement dans le trail building. Là, je peux pas m'imaginer que vous avez une pépine ou que vous faites du bike avec une chainsaw. Là. Ah, des fois, on fait du bike avec une chainsaw. Okay. Moi, j'ai une petite, je l'appelle ma baby chainsaw. C'est une Echo 35cc avec une petite barre de 13 pouces. Là. Elle est super légère. Fait que des fois, quand j'ai besoin, ouais, je peux l'amener en vélo, mais la plupart du temps, on fait juste marcher parce qu'on a nos bottes de travail, puis un sac à dos assez lourd, il faut qu'on amène du gaz, puis 24 bières aussi. C'est ça, l'équipement numéro 1. Fait que c'est pesant. Mais non, il y a toujours une chainsaw, c'est sûr. Côté pépine, ça, c'est les contracteurs qu'on engage. Si on veut construire avec une pépine, on utilise nos subventions, puis on engage des gens qui ont cet équipement-là, qui sont des professionnels, qui vont faire de la construction avec une pépine, ce qui est super pour les montées, parce que les montées, on les veut plus faciles, larges, fait que c'est beaucoup plus de travail de construire une montée. Mais on aime ça faire les descentes à main. Ils ont plus de caractère comme ça, c'est un peu plus charmant. Puis après ça, on a des râteaux. On les appelle les beefy rakes pour enlever toutes les choses sur le dessus, comme la matière organique. Et ensuite, on a des pics, des Pulaski, on a des pelles, puis des tampers aussi des fois pour compacter les choses. Puis là, admettons, quelqu'un n'a jamais fait ça, veut devenir bénévole, ça va être quoi son expérience? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, je trouve beaucoup de gens sont intimidés. Ils pensent qu'ils ont besoin d'être professionnels pour venir. Puis surtout, les femmes sont intimidées. Moi, j'aime ça dire au monde, si t'es capable de jardiner, t'es capable de faire du trail building. Puis je pense que les femmes, ça les aide des fois de venir puis de voir qu'il y a une autre femme là. Ils sont moins intimidés tout de suite puis ils viennent me voir puis dire qu'est-ce que je peux faire ou je vais leur donner des travaux qui sont plus faciles aussi ou qu'ils vont être à l'aise à faire. Qui vont aimer aussi, parce que je veux pas que ce soit trop dur. T'sais, si le monde, ils viennent, ils font pas d'argent, tu veux qu'il y ait du plaisir, mais c'est une belle communauté de gens, tout le monde travaille fort, le monde, il rit. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, je vais peut-être juste leur donner un râteau, puis je les envoie en avant, puis je dis, toi, tu fais juste enlever la matière organique. Puis après ça, d'autres personnes qui ont plus d'expérience, qui font beaucoup de vélo, je vais leur dire, hey, toi, t'es vraiment bon à construire comme un berm, qui est comme une courbe, avec comme un angle dedans. Là, ouais. Fait que certaines personnes, je leur donne des travaux, puis on dirait que les gens, ils se sentent bien quand tu leur donnes un travaux qu'ils savent que tu leur fais confiance, puis qu'ils sont bons. Mais en une soirée, ouais, des fois, il y a juste 3-4 personnes qui se pointent, puis des fois, on en a 25. Je pense que le plus qu'on a eu, c'était comme 35. Ça, c'est trop quasiment des fois qu'il y a 35 personnes, parce qu'il y a juste moi et mon copain qu'on les gère, puis il y a tellement de personnes. On travaille même pas, on essaie juste de garder les gens occupés. Puis là, 24 bières, c'est comme plus assez non plus. Non, mais il y a des gens qui boivent pas non plus. Qu'est-ce qui différencie les pistes ici, tu sais? Qu'est-ce que les gens viennent chercher en ridant à Castlegar plutôt que Whistler, Revy ou même en Oregon ou tu sais comme... À Castlegar, on n'a pas la quantité, mais on a la qualité. Donc, à Nelson et Roslyn, ils ont tellement de sentiers. Leur culture de mountain biking existe depuis beaucoup plus longtemps que nous. Tu sais, à Castlegar, il y a toujours eu une couple de sentiers, mais ils n'étaient pas légaux. Tu sais, ça a comme pris plus longtemps avant que les sentiers fassent partie de l'organisation puis qu'ils deviennent légaux. Fait que les gens ne savaient même pas que Castlegar, c'était une destination pour le vélo. Et depuis 12 ans, depuis que mon copain puis moi, on travaille ensemble à légaliser tous les sentiers puis à en construire des nouveaux qui vont être légaux aussi, là, on est plus comme sur la map. On peut promouvoir nos sentiers puis que les touristes y viennent. Puis on a tellement des bonnes reviews de nos sentiers. Je te dirais que ce qui nous différencie, c'est les structures en bois, les ponts. Comme une des trails Merry-Go-Round à Merry Creek, c'est une montée, c'est une trail vraiment facile, mais quand tu montes, tu as comme un pont qui est ancré dans une falaise de roche.
avec, comme il y a des cordes aussi pour pas que tu tombes. Là, c'est vraiment beau, puis spécial, puis c'est unique. C'est quelque chose que tu vois pas vraiment ailleurs non plus. Fait que, puis ça, c'est tout grâce à Dave Sutton, mon copain, qui est un visionnaire et super talentueux. Puis c'est pas juste une passion, je dis c'est une obsession qui a à construire des sentiers. On veut toujours un autre. On en finit. On n'a même pas besoin d'en finir un. Il y en a déjà 3 de planifier, tu sais, des nouveaux projets. Fait que sans lui, on serait pas sans la carte. Mais sans toi non plus. Sans Parce moi, que ça aurait c'est peut-être ouais. resté Il est chanceux, illégal. ouais. C'est vrai, non, t'as raison. Moi, je suis son partner in crime, on va dire. Un autre trail emblématique, maintenant, c'est Captain Kangaroo, donc celle que j'ai construite, parce qu'elle est vraiment longue, elle commence plus haut, puis t'as encore aussi beaucoup de ponts en bois, des log rides, et on l'appelle Action Packed. Fait que t'as tellement de variétés. C'est ça que j'aime, c'est les longues trails. Parce que, tu sais, en 7 km, la forêt, elle change, la terre, elle change, le style de la trail, elle change. Puis c'est ça qui te garde comme intéressé quand tu descends, c'est que la variété. Ça prend combien de temps de descendre ça, genre? La personne qui l'a fait le plus vite, c'était 19 minutes dans une course. Puis, je parlais plus comme en moyenne. ben, moi, ça me prend, tu sais, ça dépend quand que j'arrête, parce que, tu sais, tes bras, ils vont être détruits là, quand tu essaies de la faire au complet sans arrêter. Fait que la plupart du monde, je te dirais 1 heure. Avec toutes les petits breaks, quand tu arrêtes juste pour que tout le monde se regroupe. C'est un trip, là, ça. Ouais, non, c'est vraiment une un trip. expédition de vélo, là. Ouais. Quand j'ai reçu la suggestion de t'interviewer, on m'a dit, et je cite, « Elle fait des pas pires projets de ski. » Je trouve que c'est pas pire sous-entendu quand même. J'ai passé peut-être quelques minutes à regarder sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je me suis posé la question, ça serait quoi, selon toi, ta plus grande expédition? Ben, il y en a plusieurs, mais je pense que les Valhalla, ça a été comme ma plus grosse réussite. Surtout le fait qu'on l'a fait juste un groupe de femmes, puis aucune femme l'avait fait. Fait que, on n'avait pas de guide, vraiment. Tu sais, c'était juste comme nous-mêmes, regarder les cartes. Il y avait de l'information, tu sais, de personnes qui l'avaient fait avant, puis une route, mais tu sais, dépendamment des conditions, t'as plusieurs options différentes. T'as des sacs vraiment pesants aussi. Puis, si les choses vont mal, c'est pas facile de sortir de là. Donc, c'est un gros projet à entreprendre. Mais on est parti près de Drinnan Lake, fait qu'au sud des Valhalla. Puis, on s'est rendu jusqu'à Shannon Lake au nord. Je pense qu'on a passé 4 nuits là-bas. Et c'était vraiment incroyable. C'est des grosses journées, c'est difficile avec un gros sac à dos. Il y a toujours des hauts et des bas dans des expéditions comme ça, mais on était vraiment chanceux avec la visibilité. Parce qu'on passe tellement de temps sur les ridges puis dans l'alpin que si t'as pas de la bonne visibilité, ça peut être vraiment dangereux ou tu peux te perdre facilement. Fait qu'on a été chanceuse avec les conditions, mais là, ça a été une belle réussite puis on a eu tellement de plaisir, de rire, de descente phénoménale aussi parce qu'il y a plusieurs montagnes que tu peux pas accéder en une journée. Ça prend comme plusieurs journées de se rendre là. Fait que ça, on a accédé à quelques descentes que je sais pas si je vais jamais refaire dans ma vie. Fait que c'était vraiment super. Ouais. Tu sais, quand t'as un sac à dos qui pèse comme 45 livres, puis aussi avec les conditions d'avalanche, on est limité à quel temps de la journée qu'on peut voyager. Il faut que tu commences comme à 4 heures du matin. Et autour de midi, des fois, tu peux plus faire de ski parce que le danger d'avalanche est trop élevé. Fait qu'après ça, on faisait juste prendre un gros break au soleil tout le milieu de la journée, peut-être faire un petit sun. Puis après ça, tu recommences à 7h30 ou 8h le soir, puis des fois, tu continues jusqu'à 10h le soir, parce que là, tu sais, les conditions sont plus sécuritaires à ce temps-là. Puis après ça, tu sais, dors une couple d'heures, puis on le refait le lendemain encore. Fait que c'est pas juste faire du hiking, tu sais, il y a tellement de choses. Les conditions d'avalanche, les routes que tu choisis avec des grosses falaises. Puis la navigation aussi, c'est vraiment difficile, juste quand tu es dans une vallée, puis tu regardes une carte, puis tu veux être sûr que tu te rends au bon sommet. Parce que si tu fais une erreur, puis tu te rends compte que tu peux pas descendre de l'autre bord, il va falloir que tu passes une autre nuit peut-être. T'as peut-être pas assez de bouffe pour passer une autre nuit. Fait que faut que tu fasses beaucoup de planification. C'est quand même, c'est une expédition. Puis je me sens juste vraiment chanceuse d'avoir des places comme si près de où ce que j'habite, où ce que je peux me pousser comme ça dans les montagnes. Quand tu m'as dit que vous recommencez à skier à 7 heures, le ciel devait être hallucinant. Ouais. Ou des fois en dessous de la pleine lune. C'est plus sécuritaire la nuit que dans le milieu de la journée.
Parce que quand il fait trop chaud, les grosses traverses comme ça, les gens les font plus souvent au printemps parce que tu as des journées plus longues, les conditions sont plus stables aussi. Mais puis il y a moins de tempêtes souvent au printemps. Fait que c'est d'habitude un meilleur temps de l'année pour le faire. Sauf que, ouais, des fois, tu te ramasses dans le milieu de la nuit à être en train de skier. Des fois, c'est vraiment difficile, puis tu souffres, mais il y a d'autres moments que je vais jamais oublier où ce que je fais une descente d'empoudreuse en dessous de la pleine lune avec les étoiles, puis même si j'ai mon gros sac à dos de 45 livres, ça me dérange pas, c'est juste comme un moment tellement spécial. C'est quoi ton plus grand défi? Et c'est d'essayer de trouver un équilibre dans la vie, de pratiquer toutes les choses que j'aime, parce que j'aime tellement de choses. Je veux encore faire de l'escalade, je veux faire du kayak, je veux faire du vélo, je veux faire du ski, je veux faire du paddleboard, mais il faut aussi que je travaille. Là, j'ai mon jardin, j'ai des poules. Fait que, tu sais, juste d'essayer de trouver l'équilibre, de tout faire. Je suis un petit peu perfectionniste aussi, donc je suis dure sur moi-même quand que je fais pas les choses aussi bien que j'aimerais les faire. Je te dirais que c'est juste trouver cet équilibre-là. J'essaie juste d'accepter que j'ai pas besoin d'être la meilleure à toutes les choses que je fais. J'ai juste besoin d'avoir du plaisir. Quand je fais de l'escalade, j'ai pas besoin de grimper des 5-11, je peux juste grimper des 5-10. C'est comme ça que j'essaie d'accepter que au lieu de faire une chose et de la faire vraiment bien, je fais plusieurs choses différentes à un niveau que je suis comme à l'aise de le faire, mais juste d'être comme contente avec ça. C'est ça, je te dirais mon défi. Mais je peux pas me plaindre trop. Tu sais, juste le cheminement en tant que guide, c'est un défi aussi. C'est beaucoup de travail dur. Je trouve que c'est difficile, les cours. J'ai beaucoup de plaisir là, mais c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de peur, d'insécurité. C'est une peur de, comment tu dis, fail. J'ai peur de pas avoir un succès, tu sais. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est une bonne question. Plus que je vieillis, ma fierté, c'est la façon que je vis. De pas avoir besoin de faire beaucoup d'argent, mais de faire les choses que j'aime, d'être entourée de gens que j'aime, de nourrir les gens que j'aime avec mes légumes que je fais pousser, de pas avoir beaucoup de déchets. De ma cuisine, ça retourne à mes poules qui me font mon compost, que je fais pousser mes légumes. Ma plus grande fierté, c'est juste d'essayer d'avoir un impact moins grand sur la planète. C'est vraiment bon de grandir sur une ferme. Je pense que j'aimais pas ça quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup les animaux. J'aimais ça aider à mon père, s'occuper des vaches, puis tout ça. Sauf que j'aimais pas ça travailler fort. Mais maintenant, je regarde mon éthique de travail, puis je sais que c'est à cause de mes parents. Puis je sais qu'ils m'ont comme dit, si tu veux manger, si tu veux vivre ici, il faut que tu aides. Fait qu'on travaillait fort sur la ferme. Puis je suis fière d'avoir grandi de cette manière-là. Puis mes parents aussi, ouais, ils essayaient toujours d'être bons pour l'environnement. Ma mère était prof. On avait quand même la ferme, tout le monde aidait sur la ferme l'été. Puis l'hiver, c'était beaucoup moins de travail. Fait qu'on faisait beaucoup de ski l'hiver. Mes parents m'ont mis sur des skis pour la première fois, je pense que j'avais 4 ou 5 ans. J'ai fait des cours à Glen. Ensuite, Glen a fermé. Fait qu'après ça, j'étais allée à Shefford. Mon Shefford, je faisais du snowboard et là, Shefford a fermé. Fait qu'après ça, c'était surtout à Bromont. J'étais vraiment obsédée par le snowboard. Et quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir regardé beaucoup d'albums photos de mon père qui avait fait plusieurs voyages de ski. Il avait même fait du heli-ski à Panorama. Il a fait des voyages de ski à Whistler avec ses chums de gars, à Lac-Louise, au Colorado, Utah, en France. Puis j'aimais vraiment ça, regarder ces albums photos. Puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça que je me suis ramassée dans l'Ouest puis que je suis maintenant passionnée par le ski aussi. Comment est-ce que vous vivez ça, la distance? Ouais, c'est difficile. Ma sœur, elle habite en Nouvelle-Écosse, fait que mes pauvres parents, leurs filles ont choisi les côtés opposés du pays. Mais ils ont vendu la ferme et ma mère, elle a pris sa retraite aussi comme prof. Fait que on fait des réunions de famille à chaque année. Fait que je m'en vais, moi et mon copain, on va faire un voyage en Nouvelle-Écosse. Ma sœur, elle habite à Cap-Breton. Fait qu'on va faire la Cabot Trail en vélo, puis on va passer du temps avec la famille aussi. Mes parents vont être là. Puis j'espère que l'an prochain, peut-être qu'ils vont venir me voir.
Où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Je pense que je vais faire mon niveau 3 en tant que guide de ski. Puis, ben moi puis mon copain, on n'est pas prêt d'arrêter à planifier puis à construire des sentiers. On est vraiment une bonne équipe. Puis on aime ça, puis on a tellement du bon feedback de la communauté. Puis sans nous, je sais pas s'il y aurait encore des bénévoles. Ça prend des leaders comme ça, puis on a vraiment un impact dans la communauté. Parlons un peu du français. Comment tu te définis maintenant par rapport au français? Parce que là, ça fait des années là, que tu es dans un milieu majoritaire anglophone. Je reste pas vraiment en contact avec mes amis québécois. Je me sens mal des fois, mais on avait comme des valeurs un peu différentes. Puis, tu sais, je les apprécie encore beaucoup, mais je reste pas en contact avec eux. Fait que je parle surtout français avec mon père, ma famille. Une de mes meilleures amies, elle habite à Terrasse, au BC aussi. On s'appelle, puis des fois, elle aussi, ça fait tellement longtemps qu'elle est au BC qu'on commence à parler en anglais ensemble, puis on se dit hey, « qu'est-ce qu'on fait là? » Fait que les deux, c'est vraiment important là, pour nous, quand on se parle en français, puis c'est ça, c'est nos racines, qui on est, puis notre langue, c'est vraiment important. Notre culture aussi, la musique, la bouffe. Même quand je travaille à Snowwater, je disais au cuisinier dernièrement que hey, je vais vous amener, j'ai une canne de sirop d'érable. Elle vient de la cabane à sucre que mon cousin est en train d'opérer. Mais ça, c'était la ferme que mon père et mon oncle avaient ensemble dans le temps. Qu'avant, c'était mon grand-père, puis mon arrière-grand-père. Fait que j'aime ça, regarder la canne de sirop d'érable, puis je me dis, ça, c'est ce qui coule dans mes veines. Parce que c'est ce que mes ancêtres, ils mangeaient. Fait que c'est pas juste la langue, c'est toute la culture aussi québécoise. C'est qui je suis, puis moi, je veux pas oublier ça. Je vais te poser une question un peu ésotérique. OK. Qui est une question que je me pose. Mais pourquoi est-ce que ça fait du bien de parler notre langue maternelle quand ça fait longtemps qu'on l'a pas parlé? Je sais pas. Je me souviens, il y avait certaines journées comme je savais même pas pourquoi j'étais de mauvaise humeur. Puis si je faisais jouer de la musique québécoise, tout d'un coup, j'étais tellement de bonne humeur puis je me sentais bien. Je pense que ça nous aide à se rappeler qui on est, des fois, ou d'où on vient. J'ai passé 1 an en Thaïlande quand j'avais 18 ans. J'étais dans une famille d'accueil thaï. J'ai appris la langue, c'était tellement important pour moi. Puis ma famille d'accueil parlait presque anglais. Tu sais, que parlait pas du tout français, là. Parlait à peine anglais. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'ai mis l'album, j'avais emmené plein de CD. Puis la première fois que j'ai mis un album des colocs, puis c'était dehors, novembre. Ça m'a fait du bien d'entendre juste la tonalité, les thématiques. Ça m'a aussi, je me suis mis à pleurer, ça a tellement fait du bien. Ouais, je te comprends tellement. Je pense que moi aussi, ça a été 1 ou 2 fois les colocs que j'ai écouté, que ça m'a vraiment comme ça m'a rappelé qui j'étais. C'est juste sa manière de chanter nos expressions ou certaines choses. Puis, ce que je trouve difficile, c'est d'essayer de décrire pourquoi la musique québécoise est tellement bonne à quelqu'un du BC. Tu peux même pas traduire ça. Nos expressions, sa manière de parler, les thèmes. Des fois, je veux montrer à mon chum les colocs, qu'il l'écoute, mais je suis même pas capable de le traduire. Ça se fait pas. Faut que tu sois québécois pour comprendre toutes les subtilités. Ton conjoint il est anglophone, si j'ai bien compris. Oui, il est anglophone, mais ce qui est drôle, c'est que mon conjoint, il a comme des racines québécoises aussi. Mais lui, il parle aucun français. Et sa mère, son nom, c'est Linda Delisle. Et elle a grandi à Thetford Mines. Mais elle parle pas français, elle non plus. Parce que quand elle était jeune, ses parents ils ont déménagé dans l'Ouest. Ses frères et sœurs, ils parlent tous français, mais elle, c'était la plus jeune, puis elle était déjà rendue dans l'Ouest, fait que tout le monde parlait anglais, puis elle a jamais appris. Fait que des fois, elle m'amène des notes de ses tantes ou de sa mère, puis elle veut que je les traduise pour elle. Fait que ça me fait tellement du bien de le faire, mais c'est ça, fait que même mon conjoint, il y a du sang québécois dans lui, même s'il parle pas la langue. Tu sais, ça, c'est ce que moi, je remarque ici. Quand je rencontre un francophone, pas nécessairement un Québécois, mais tu sais, comme, on s'est parlé en anglais, puis là, on a comme entendu nos accents, puis à un moment donné, on fait le switch, puis là, on est comme déjà amis un peu. C'est comme si il y a une étape d'intimité qui est déjà là.
J'avoue. Ouais. Comme tu dis, il y a un lien, il y a une connexion qui se fait juste à savoir qu'on vient de la même place puis qu'on a grandi avec la même culture. C'est comme ça qu'on fait des liens avec les gens, c'est qu'on trouve des choses qu'on a en commun, puis ça nous fait plaisir de savoir qu'on partage les mêmes choses. Presque tout le monde dirait, bon, s'il y a un enfant, hein, puis toi, tu viens du Québec, tu parles français, même si tu habites en Colombie-Britannique, je pense que tout le monde voudrait que son enfant parle français. Mais pourtant, ta belle-mère, Ouais. elle parle pas français. Je pense que dans le temps, on réalisait pas ces choses-là. Les temps ont changé, peut-être, on n'avait pas les mêmes valeurs dans le temps. Le monde, il venait ici juste pour, pas par le plaisir, c'est parce qu'il y avait du travail ici, faire plus d'argent, une meilleure qualité de vie. Puis ils pensaient qu'il fallait parler la langue d'ici pour avoir la qualité de vie. Ouais, je sais pas. Puis c'est dommage, je le vois même dans ma belle-mère. Tu sais, ça lui fait un peu de la peine qu'elle parle pas en français. Je devrais lui parler en français plus souvent. Puis il faut le dire, là, c'est un méchant défi d'apprendre une autre langue. Oui. C'est tellement confrontant, puis tu te sens tellement comme un enfant, tu sais, c'est de repartir à zéro, là, puis il faut que tu prennes l'initiative de chercher tes mots, puis de pas savoir, puis d'avoir de l'air fou, puis c'est... On n'aime pas ça, se mettre dans ces situations-là, Non. d'habitude. Non. Non, c'est vrai. Tu sais, j'admire mes parents, ils ont, je pense, 65 et 64 ans, puis ils prennent encore des cours d'espagnol. Parce qu'ils aiment ça faire des voyages là, puis c'est important pour eux aussi. T'sais, ils ont jamais été comme, super fluents en espagnol, mais ils ont fait assez de voyages là, puis ils ont un peu d'espagnol, mais ils veulent pas le perdre. Puis j'apprécie qu'ils continuent d'essayer d'apprendre la langue, même dans leur soixantaine, parce qu'ils savent qu'ils vont faire des voyages là-bas, puis eux aussi, ils veulent comme s'infiltrer dans la culture. T'sais, mon copain aussi, quand on va au Québec, lui, ce qu'il veut, c'est d'apprendre des expressions. Puis ça, je trouve ça tellement drôle, ça le fait rire, puis il aime ça, puis c'est la seule chose qu'il se rappelle. Il veut pas apprendre à conjuguer des verbes, c'est plate ça. Mais quand il apprend une expression, il s'en rappelle, parce qu'ils sont le fun, ils sont drôles. Comme je me souviens, la première fois, on faisait du vélo de montagne au Québec, puis il y avait une trail qui s'appelait « Attache ta tuque ». Puis il disait, tu sais, avec son accent anglophone « Attache ta tuque ». Puis il me disait, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, tu sais, j'y ai dit l'expression, ça veut dire « Attention, ça va brasser, là, faut que t'attaches ta tuque ». Puis après ça, on a vu qu'on pouvait aller un peu plus haut, puis il y avait une section encore plus extrême, une double noire qui s'appelait juste « Avec de la broche ». Fait que, tu sais, on est allé, puis il me regarde, puis il me dit « Avec de la broche ». Puis je dis « Ah, moi, j'ai ri, je trouvais ça drôle. » Je dis « OK, ben là, attacher ta tuque, c'est pas assez. Cette trail-là, c'est une double noire. Fait que faut que tu l'attaches avec de la broche. » Puis j'ai expliqué c'était quoi avec de la broche. Fait il s'en souvient, à cette heure, il voit des doubles noirs ici, puis des fois, il va me dire comme attache ta tuque avec de la broche. Ou, comment qu'elle s'appelait? Calme-toi le pompon. C'était le nom de la bière. Puis il me regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi le pompon. Fait que j'y ai expliqué, puis il a ri tellement fort, puis ça m'a comme aidé, moi, à comprendre l'expression aussi. Tu sais, on disait ça, hey, calme-toi le pompon. Tu penses même pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis lui, il riait. Puis je dis, ben pourquoi tu ris tant que ça? Il dit, ben j'imagine un Québécois avec une tuque puis un pompon qui est comme trop énervé, puis son pompon, il est partout, puis je riais tellement, puis à cette heure, tu sais, l'expression, je la vois différemment, juste à cause que j'ai été obligée d'y expliquer. J'ai jamais réfléchi à ça. Tu sais, là, je vois juste comme une vieille image d'un Québécois, tu sais, début 1900 avec des raquettes. Ouais. Puis là, c'est sûr, tu sais, il y a sa ceinture fléchée, puis il y a sa tuque avec un pompon. Puis il est tout énervé, fait que... Puis, le bonhomme carnaval. C'est sûr que ça vient de là. Ouais. On pense pas à nos mots d'où ce qu'ils viennent des fois, puis ça prend quelqu'un d'autre pour nous faire réaliser ça. Ben, tu remercieras ton copain de ma part, parce que moi non plus. J'ai jamais pensé au pompon. Il venait de où, ce pompon-là? Une des raisons pourquoi j'ai voulu participer à l'entrevue, c'est parce que j'ai commencé à écouter certains de tes podcasts quand tu m'as approché. Puis, la première saison? Ouais, la première saison, puis ça m'a inspirée. Puis, tu sais, je suis pas ici pour essayer de prouver à tout le monde ce que je fais puis qui je suis, mais ça m'a juste inspirée. Puis, je dis, ben ça va peut-être être le fun pour le reste de la communauté francophone d'écouter, tu sais, qui je suis, ce que je fais. Ah, tellement. Je te remercie. Puis là, tu me fais allumer sur quelque chose, parce que toi, dans le fond, tu bâtis des trails à Castlegar. Et là, dans la saison 2, on va aussi interviewer Stéphanie Dupont, qui est en charge du chapitre Roslyn pour le groupe féminin de vélo de montagne qui s'appelle les Mud Bunnies. Puis je sais qu'elles viennent rider à Castlegar, à Trail, à Rossland.
Puis, tu sais, j'aimerais ça avoir ta perspective sur ce groupe-là, puis pourquoi c'est important. C'est pas assez connu, je trouve, ce groupe-là, puis pourtant, c'est le plus gros club de vélo de montagne féminin au Canada. 5 chapitres à travers le Canada. Ouais, je la trouve super inspirante. Je me sens mal de pas participer. Je pense que je suis juste trop occupée. Puis, tu sais, elle non plus, elle a rien à prouver. Elle a vraiment inspiré plusieurs femmes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient peut-être jamais essayé de choses nouvelles ou qui se seraient jamais poussées sans elle. C'est drôle, j'ai une bonne histoire. Une fois, j'étais en train de construire un pont, puis mon chum, il a dit « Qui va amener les morceaux de bois qu'il faut mettre dans le milieu du truc de boîte? » Puis je dis « Ah, je vais le faire. » Fait que tu sais, j'ai enlevé mes pantalons, mes bottes, mes bas, puis j'étais en bobette parce que je voulais pas avoir tout mon linge mouillé. Puis j'avais le morceau de bois, un gros tronc par-dessus ma tête, puis j'étais comme à mi-cuisse dans la boîte et j'entends des vélos descendre. Je pensais pas que personne allait être sur le sentier parce qu'il était même pas fini. Puis c'était Steph. Ils ont décidé de rider la piste qui était même pas finie encore. Ah ouais, le monde sont toujours motivés. excités. Ah ouais, le monde sont excités. Franc-Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Peter Reed, Véronique Trudel et Émilie Leblanc-Cromberg. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau. Cet épisode a été rendu possible grâce à Destination Castlegar, le cœur des Kootenays. Castlegar en Colombie-Britannique est l'endroit idéal pour les familles. Avec tous les parcs, les festivals et les nombreuses possibilités de loisirs en plein air, la petite ville dans la vallée est idéale pour les enfants et leurs adultes. Vous pouvez pagayer sur des lacs paisibles entourés de montagnes, embaucher un guide pour découvrir la pêche de classe mondiale sur l'immense rivière Columbia, faire une excursion de randonnée pédestre dans la fraîcheur alpine ou dévaler les pistes de vélo de montagne sur plus de 120 km. Mais il y a plus que juste du sport ici. Vous pouvez faire un voyage dans le temps sur 5 sites patrimoniaux, déguster de la bière artisanale et une cuisine internationale. Alors cet été, venez découvrir pourquoi la capitale de la sculpture au Canada est ici, au cœur des Kootenays, à Castlegar. Visitez destinationcastlegar.com pour en savoir plus sur tout ce qu'il y a à faire dans notre région.